Entre 1723 et 1726, Madame de Tencin a renoncé à ses activités politiques, n'ayant plus de puissants partenaires pour promouvoir Pierre, son frère cardinal. Je saute donc d'un bond la rejoindre dans la cellule où elle croupit au printemps 1726, malade, déprimée. En prison, elle m'est tellement plus familière, toute cabossée et endolorie. C'est celle que j'entends résonner en moi, aussi étrangère à Alexandrine, que je le suis de mon état civil. Non que je me réjouisse de la voir à nouveau enfermée, mais elle ne serait pas la mondaine implacable que j'observe à distance, s'il n'y avait recroquevillé dans ses tripes le rejeton mal-aimé de la famille Tencin. Son existence n'est qu'une alternance d'ouverture et de fermeture, comme si elle n'était entrée dans le monde des puissants que pour être poussée dans les bas-fonds de la déchéance. À la Bastille, ses maux de tête et la nausée sont remontés des vilains jours de Montfleury, qu'elle croyait effacés de sa mémoire. En apnée dans sa cellule, elle se sent comme dans un cercueil où l'air se raréfie, heure après heure. Sa peau se ternit, ses yeux se cernent de noir, son corps se vide des maux de l'esprit et du désir. Voilà qu'elle est en prison. Tout Paris se gausse à cette heure. Elle entend depuis sa cellule de la Bastille le peuple rimailler son chef d'accusation. L'idiot de la Fresnaye s'est tiré une balle en plein cœur sur son sofa. Alexandrine revoit la scène avec terreur. L'événement de son amant s'enflamme, menace d'enflammer les rideaux, les meubles, la maison tout entière, comme pour la brûler vive avec lui. Comme elle l'a aimé, le très grand, le très beau Lafresnaye. Sa beauté et sa sensualité l'avaient réparé de ses froides étreintes, avec du bois et d'argenson si laid. Tout banquier qu'il était, il n'en était que plus misérable dans son lit, démuni, timide et si ardent à la combler. De quelle rapacité l'accuse-t-on ?